Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Gangan TV, la télé-montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. Toute nation a besoin pour sa prospérité de bannir dans ses rangs la corruption et aussi assurer la promotion de la bonne gouvernance. Mais les pays, surtout sous-développés, traînent encore le pied dans la pâte. Que faut-il faire pour éradiquer ce phénomène de nos sociétés? Qu'est-ce qui explique la prolifération de ce fait social malgré les multiples campagnes de sensibilisation? Notre pays, la Guinée, qui est venu de loin depuis son accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale, se trouve confronté à une situation économique et sociale alarmante et ambiguë. L'administration, quant à elle, est presque obsolète, ce malgré l'atteinte de l'initiative PPTE. Quel bilan à mi-parcours peut-on faire du mandat de l'actuel président de la République? Plusieurs tentatives de détournement de montants considérables ont été décelées. Peut-on dire que l'espoir est permis pour atteindre l'objectif de ce marathon auquel aspirent tous les Guinéens? Voici, aimables téléspectateurs, autant de questions que l'on se pose ce soir. Pour en parler, je reçois pour vous M. Mohamed François Falcon. Il est le directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. À tous et à toutes, gardez votre position d'écoute. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Monsieur Falcon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lazare. Et merci d'être venu dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Ok, je rappelle aux téléspectateurs encore une fois que vous êtes le directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Encore une fois, dans cette émission, nous parlerons de la bonne gouvernance et de la corruption. Dites-nous, puisque vous êtes un spécialiste en la matière, quel aperçu faites-vous du phénomène de la corruption de manière générale? Bon, de manière générale, nous disons d'entrée que la corruption existe dans tous les pays du monde. Vu sous cet angle, nous disons que c'est un fléau qui empêche le bien-être, sape les fondements de la démocratie, le commerce international, les principes liés aux droits humains et aux droits de l'homme. Et la corruption, c'est comme une gangrène qui pourrit les règles de fonctionnement des institutions et les valeurs éthiques et morales des sociétés. Il détruit les cultures parce que c'est une façon illicite d'obtenir un gain de manière illégale. Donc tout ce qui est violation de la loi, violation des règles et des principes établis communément acceptés par les communautés est disons, un manquement grave au bon fonctionnement de la société. Bon, ça c'est globalement dit et vous savez qu'à un certain moment dans le monde, la corruption était acceptée par les pays économiquement riches. Ils subventionnaient leurs entreprises pour avoir des parts de marché dans les pays notamment sous-développés ou dans les pays émergents. Mais quand la communauté internationale a compris, a constaté, a eu conscience que la corruption était non seulement contre-productive, mais empêchait le progrès social de l'humanité, ils ont commencé à dresser des règles et à encadrer ce phénomène dans un chantier en construction à travers la production d'instruments juridiques internationaux. Puisqu'ils avaient constaté en ce moment que ce phénomène commençait à prendre de l'ampleur et ça devenait maintenant néfaste pour la société. Mais je voulais qu'on parle un peu de l'Europe aujourd'hui, ou une partie de l'Europe qui est frappée par l'austérité. Est-ce qu'on peut dire que le phénomène de corruption est un peu à la base de cette situation? Bon, en fait, la corruption s'introduit un peu partout. Mais il faut savoir aussi également que l'austérité, la pauvreté, la croissance est liée à la fonction, à la capacité d'un gouvernement de prendre de bonnes politiques économiques, sociales et culturelles qui apporteraient la croissance équitable et durable. Alors si une politique, ou sinon un pays, un État, un gouvernement n'est pas capable de penser, imaginer dans des stratégies innovantes, des politiques publiques réalistes et concrètes, on tombera toujours dans ce qu'on appelle le déficit parce qu'on aura dépensé beaucoup plus qu'on n'a pas et à ce moment, si nous ne pouvons plus faire face à nos obligations naturelles de bonne gestion d'une société, on tombe en faillite. Et il y a des États même qui sont déclarés aujourd'hui incapables de rembourser complètement les dettes et ils sont submergés par des besoins pressants qui font que la stabilité n'est plus dans ces pays et nous avons vu les cortèges de manifestations qui caractérisent aujourd'hui la gestion économique et sociale d'une bonne partie des pays de l'Europe.
Ok. Alors, mais au-delà de ça, puisque nous parlons de la corruption, et vous l'avez dit que la corruption est un phénomène mondial qui se trouve presque dans tous les pays du monde. Mais le hic se trouve où? C'est que la manifestation est distincte et ne se manifeste pas de la même manière dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Revenons un peu dans les pays sous-développés. Pourquoi cette distinction de la manifestation de ce phénomène? Bon, c'est plus grave. C'est plus accentué dans les pays sous-développés, d'autant plus que dans les pays sous-développés, nous sommes des États fragiles. Nos institutions n'ont pas la capacité de répondre au choc de la corruption naturellement, et vous verrez que la vulnérabilité nous amène à être très, très fragile, très contre-productif. Ce qui est très important, c'est que nos ressources sont rares et sont faibles. Il est important d'encadrer la gestion de ces ressources pour les orienter vers des secteurs de croissance qui pourraient produire des bébés pour le futur, pour le présent et le futur. Alors, si nous ne prenons pas garde, parce que la corruption c'est comme un cancer qui s'attaque au corps, le corps social et économique. Donc il est important aujourd'hui que cette corruption qui est manifestée, d'ailleurs les statistiques le disent, et par an, d'après les agences de notation mondiales et des institutions internationales qui travaillent sur ces questions, qu'il y a 1000 milliards de dollars qui quittent l'économie réelle 1000 pour milliards, 1000 milliards c'est considérable, pour l'économie souterraine. Oui. Et 400 000 milliards, 400 milliards viennent des pays sous-développés comme nous les Africains. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, bon, c'est une lecture qui m'échappe fondamentalement, le nom de l'auteur, que l'aide publique au développement, c'est de l'argent qu'on prend aux pauvres des pays riches pour les donner aux riches des pays pauvres qui, à leur tour, retournent une partie de cet argent aux riches des pays riches. Donc, c'est une image, métaphore, qui nous permet de comprendre jusqu'où les gens peuvent se permettre de spolier le fruit du développement et de la croissance pour un petit groupe, un petit clan, d'ailleurs qui, aujourd'hui, la corruption et les infractions assimilées, c'est un filtre jusque dans le terrorisme. Parce que pour alimenter le terrorisme, il faut alimenter la vente de drogue, il faut violer les règles de loi, il faut violer les principes. Encourager même la rébellion. La rébellion. Oui. Donc je crois qu'avec la corruption, il y a des groupes qui peuvent même infiltrer le cœur du Parlement pour modifier les lois en leur faveur. Okay. Mais au-delà de ça, M. Falcon, je crois que plusieurs études ont été faites pour cerner ce phénomène de corruption qui est aujourd'hui devenu presque la une de tous les pays. Partout on parle de ce phénomène-là. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'élan que prend la corruption, surtout dans les pays sous-développés, est-ce qu'un jour on peut aspirer au développement? Puisque la corruption s'inscrit aujourd'hui dans l'habitude des citoyens des pays sous-développés. Oui, il était, pour le départ, il était très difficile disons, de construire un cadre juridique cohérent, capable de faire face à ce phénomène. Aujourd'hui, sur le plan mondial, c'est-à-dire sur le plan de l'Organisation des Nations Unies, nous avons la Convention internationale de lutte contre la corruption. Et au niveau régional, nous ne sommes pas restés tout simplement amorphes. Les régions, selon leur spécificité, leur histoire et leur culture, ont également élaboré ces instruments. Ils ont amené les institutions sous-régionales à se conformer à ce principe d'éthique et de déontologie. Et aujourd'hui, nous avons la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine, mais nous avons également le protocole de la CEDEAO, qui est signé par la Guinée, mais qui n'est pas encore ratifié. Donc il faut ratifier forcément, parce que ça y va de l'image de marque de notre pays, ça y va de notre participation à la construction sous-régionale, ça y va à une responsabilité d'Africains tout court. Un Africain qui s'engage pour la prospérité des Africains doit travailler de concert avec ses pairs. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des politiques aujourd'hui intégrateurs qui se font avec l'appui et le partenariat de l'ensemble des acteurs d'une région pour des projets concrets qui bénéficieraient à l'ensemble des populations vivant sur ces territoires en tant qu'État, mais vivant sur ces territoires en tant que sous-région. Et je crois que nous avons la mission aujourd'hui, en tant que gouvernement, de renforcer nos capacités auprès de notre institution que nous respectons et que nous aimons bien, que nous avons mis en place, c'est la CEDEAO. Okay. C'est l'outil de proximité en matière internationale et l'outil de plaidoyer pour nous faire comprendre dans le concert des nations. Je crois que là, les stratégies sont là, mais qu'est-ce qui explique beaucoup plus la prolifération de ce phénomène-là, surtout dans les pays développés, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les différentes sensibilisations qu'on essaye de faire, surtout quand on prend l'exemple de la Guinée? Bon, c'est la volonté politique. Je crois que les gens font de l'amalgame entre la politique et l'administration. L'administration est un corps de métier neutre et indépendant. Il est au service de l'État. Il ne fonctionne pas pour
une personne, ou sinon un groupe de personnes, ou sinon pour un parti politique. L'administration est un corps d'élite qui est au service de l'intérêt général et qui assure les fonctions de service public, c'est-à-dire les prestations de services publics de qualité à tous les citoyens sans distinction, sans différence, sans discrimination. Il doit être objectif et général, et cette administration doit être formée à son travail, qu'il comprenne non seulement l'intérêt général, c'est quoi, mais qu'il comprenne que le service public est sacré. Et c'est ça le fondement de la République. L'égalité de chance et la récompense de mérite pour tout le monde. Alors quand on biaise un peu, nous confondons la politique à l'administration, il y a conflit d'intérêts, confusion d'intérêts, et tout de suite va naître le clientélisme, le népotisme et l'ethnocentrisme et l'ethnostratégie. Alors, quand une personne qui n'est pas compétente à la hauteur pour affronter une question, et le plus souvent, il fait référence à sa région, à son ethnie, à son groupe d'amis, groupe de promotion, pour accéder à une fonction, ou sinon vouloir faire une fonction pour laquelle il n'a pas de qualification, pour laquelle il ne peut pas produire, c'est-à-dire la qualité attendue. Et tout de suite, nous verrons le délitement de l'administration, la faiblesse de l'administration et le découragement du citoyen qui s'attend à une prestation de qualité. Oui, mais là, ce que vous expliquez, c'est un phénomène qui est très important. À qui on peut dire vraiment que la faute revient? Parce que le plus souvent, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quand vous mettez quelqu'un qui se cache derrière une position où il fait, excusez-moi du terme, le pédantisme, il fait semblant de connaître pendant qu'il ne connaît pas, ne pensez-vous pas que cela pourrait vraiment, véritablement gangréner l'administration? Mais à qui on peut vraiment dire que cette responsabilité appartient? Bon, parce que vous savez, il y a une question de responsabilité à tous les niveaux. Et le plus souvent, les gens disent c'est le président de la République, c'est le ministre qui ont les pouvoirs de nomination et tout. Non, ce n'est pas lié à ces deux personnes. Et l'administration, la fonction publique est régie par des textes et des lois. Ces textes sont clairs, tant au niveau de recrutement qu'au niveau de la gestion des carrières et à la sortie de carrière, c'est-à-dire de la carrière administrative ou professionnelle. Tout est spécifié dans des documents avec des process qui sont connus. Il suffirait simplement de mettre la transparence et d'exécuter les termes de recrutement conformément à nos lois que nous avons votées nous-mêmes et que nous avons acceptées nous-mêmes. Donc, dans le recrutement, il y a les appels à candidature, il y a les procédures de compétition. Et toutes ces actions, minimes soient-ils, si elles sont violées par endroit, c'est qu'au résultat, le produit que nous allons avoir ne sera pas la réponse à l'attente sociale. Et en ce moment, il y aura manque de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et c'est un problème. Ouais. Si vous regardez un peu le schéma cybernétique de David Eton, la boîte noire, c'est le gouvernement. Ouais. La demande sociale rentre. Il faudrait qu'à la sortie de la boîte noire, qu'il y ait une réponse qui peut soulager ou garder l'espoir des populations qui ont demandé. Donc il faut un dialogue permanent entre les gouvernants et les gouvernés pour déceler les dysfonctionnements et les manquements afin de les corriger, parce que la vie est un processus qui évolue perpétuellement. Perpétuellement, qu'il faut améliorer. Alors, on va un peu changer de cap. Je rappelle que le 9 décembre prochain, l'humanité va célébrer la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et bien entendu, vous avez avec moi dans cette émission le directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Dites-nous un peu quels seront les enjeux de cette célébration qui doit bientôt se célébrer dans notre pays, surtout que nous nous retrouvons dans une dynamique de changement comme l'a toujours prôné le président de la République. Je me réjouis d'autant plus que la Convention des Nations Unies a été signée et ratifiée par la Guinée en 2005. Et en 2006, nous avons commencé à travailler pour que cet important instrument juridique international puisse être promulgué. C'est-à-dire, et les instruments déposés au niveau du secrétariat des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est un processus également. Et pendant plus de 6 ans, voire 7 ans, nous n'avons pas réussi par manque de volonté politique.
Il a fallu en 2011 que ce document soit soumis à l'attention de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qu'il prenne toutes les dispositions avec diligence pour que nos documents soient déposés et à l'image des autres pays signataires en 2005 comme un pays conforme par rapport à une volonté politique mondiale qui soulagerait toutes les opérations économiques et sociales dans la société et au niveau de l'humanité, comme vous avez dit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté politique affichée. Ce qui est important, c'est de trouver la stratégie. La stratégie pour parvenir à réduire drastiquement ou considérablement la corruption. Oui, mais écoute, puisque vous appartenez à une agence de lutte contre ce phénomène-là, est-ce que vous avez une stratégie qu'il faut élaborer pour considérablement lutter contre l'existence de ce phénomène dans Nous avons un projet de statut et de stratégie tout élaboré. Il est question d'organiser un atelier national de validation pour que toutes les parties prenantes regardent le contenu de la stratégie, puissent apporter leur contribution en termes de qualification et d'amélioration, et maintenant trouver les phases de mise en œuvre et se fixer les indicateurs mesurables à terme. Depuis l'horaire de travail jusqu'au développement du secteur privé, nous avons fait attention à tous ces secteurs, nous avons identifié les formes de corruption, les pratiques de corruption et les typologies de corruption. Oui, mais puisque le président de la République a déjà fait un pas dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, vous venez de le rappeler que c'est en 2011 que les documents ont été vraiment ratifiés et signés, c'est déjà un pas pour la Guinée. Mais est-ce que cette stratégie que vous êtes en train de développer maintenant là, et le président de la République a pris connaissance de cela? Le président de la République, je crois, est informé à travers ses services de ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, le 9 décembre 2012, nous sommes en train de mettre en place une batterie d'actions et nous avons sollicité sa bienveillance et son appui pour que cette journée qui consacre vraiment les acquis que nous avons obtenus sur 2 ans, l'unicité de caisse, la gestion de notre économie sur base caisse, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise des prix des denrées de première nécessité et surtout la maîtrise de ce produit stratégique qui est le pétrole, la maîtrise de ce prix sur 2 ans et l'appui aux paysans qui avaient perdu l'habitude du travail. Tout le monde était Conakry pour vendre des boîtes de lait, des boîtes de sardines qui venaient. Pour une boîte de sardines, vous voyez un père de famille qui courait toute la journée. Aujourd'hui, ces gens sont retournés au village. J'ai participé à la campagne, j'étais émerveillé de voir le résultat et j'ai vu dans les magasins jusqu'aujourd'hui qu'il y a le riz du pays en quantité suffisante qui a besoin d'être exporté ou sinon vers Conakry. Bon, je crois que si le président de la République nous suit maintenant, à l'instant même où l'émission passe, ou son entourage, il aura vraiment l'information. Et d'ailleurs, c'est l'opportunité de le dire que le président doit passer par les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir au moins présider cette année la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et là, c'est un appel lancé. Je crois en venant avec vous, puisqu'il a déjà fait un pas avec tout ce que vous êtes en train d'élaborer, ça pouvait encore vous donner d'autres énergies pour pouvoir au moins explorer d'autres plafonds que vous n'avez pas encore atteints. Je suis très content de l'initiative, surtout vous savez que la lutte contre la corruption, le premier citoyen, le premier combattant, c'est toujours le président de la République. Il a tout intérêt à ce que les politiques qu'il propose pour soulager la pauvreté des populations puissent aboutir. Mais ces politiques, bien que pensées, élaborées, mises en œuvre et planifiées, si nous n'arrivons pas à réduire ou sinon à freiner la corruption dans ces politiques, ces efforts seront vains. Et c'est l'occasion pour nous d'abonder dans ce sens et que le président de la République, qui d'ailleurs a fait la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, les 2 domaines de forte concentration de son gouvernement, puisse présider la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et nous pensons qu'avec mes collègues, on en a discuté. Et je crois que cette journée sera placée sous sa haute présidence d'honneur et sous son patronage pour que la communauté internationale, la communauté nationale puisse comprendre que le président est engagé depuis son élection en 2010. Il a fait quelques efforts que nous avons suffisamment appréciés, d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé, nous, agence, dans notre travail et qui nous a renforcés dans notre conviction. Je pense qu'il faut soutenir ces politiques parce que la Guinée aussi, on a cette pratique de laisser aller, c'est-à-dire on dit on interdit tous les camions de 7h à 7h et après 2 mois,
la mesure est relâchée oui. et nous retombons encore dans les pratiques du Oui, passé. bon, revenons un peu à la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Quels seront les enjeux majeurs de cette journée? Sous quel thème la journée sera placée? Et qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir du bilan en termes de promotion de la bonne gouvernance en Guinée? Nous avons dit, cette année, nous avons placé la journée mondiale de lutte contre la corruption sur deux thèmes majeurs. Le thème de changement de comportement face à la chose publique, mais jeunesse et femmes, lèvons-nous pour notre droit. Jeunesse et femmes, lèvons-nous pour notre droit parce que la corruption t'empêche d'accéder à tes droits. Les droits humains, les droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit... Parce que, imagine qu'une personne qui est méritante, qui n'arrive pas à accéder à l'école. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé et a pris sa place. Une personne qui veut aller à la Mecque, au Hajj, il est programmé, il est planifié. Il revient parce que quelqu'un a payé 2 millions, on descend le titulaire de la place et on donne à une personne, d'ailleurs qui va avec l'intention là pour aller saluer Dieu. Est-ce que vous imaginez jusqu'où les valeurs sociales, les valeurs culturelles sont touchées dans notre pays? Donc il faut restaurer ça. Et c'est pourquoi dans la politique proposée par le gouvernement, et quand les grands chantiers, la réforme des forces de sécurité, la réforme des finances publiques, la réforme de la justice, la consolidation de la paix et l'unité nationale doit un peu recentrer nos actions sur nos valeurs ancestrales qui ont fondé cette nation, auxquelles nous croyons, pour les enseigner à nos enfants. Et l'école, pour moi, est le cœur de la République. C'est l'école qui forme les hommes de demain. Un homme bien formé est capable de transformer une terre arable en terre viable. C'est dans l'homme est le capital. Ce n'est pas le Moniba, ce n'est pas CBG, c'est la capacité des individus, des Guinéens et des Guinéennes pour amorcer et faire le développement de notre pays. Donc il faut avoir confiance en l'homme, il faut continuer à le former. Je crois que le président... Oui, mais quel bilan avant la célébration elle-même on peut retenir de la situation socio-économique de la Guinée en termes de promotion de la bonne gouvernance? Bon, il y a une année, je n'allais pas, ou il y a 2 ans, je ne l'ai pas auguré de bonnes perspectives, mais aujourd'hui, l'un des indicateurs phares qui pourrait rassurer tous les Guinéens et Guinéennes, c'est que l'obtention de l'initiative des pays pauvres très endettés en 2 ans de sacrifice des populations, mais d'engagement ferme du gouvernement, nous a permis de nous sortir de l'ornière et nos dettes sont annulées aujourd'hui à 2 tiers. Ces dettes, parlons-en. Nous l'avons contractée sur plusieurs années, mais ça a servi à quoi, mon frère Lazare, si on se dit la vérité? On n'a ni route, ni école, ni installation électrique viable, ni source d'énergie capable de porter la croissance. Aujourd'hui, tout est à reprendre. Alors je me pose la question, est-ce que nous voulons nous développer? Ok. Autre chose qu'on va parler, M. Falcon, dans cette émission, c'est le lien qui existe entre le phénomène d'insécurité et celui de la corruption aujourd'hui. On se rappelle du cas récent de l'assassinat de Mme Boiro, qui était à la base du démantèlement de la tentative de détournement des 13,5 milliards. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la corruption engendre le phénomène d'insécurité? La corruption est un facteur fertilisant de l'insécurité. D'abord, le malfrat est dans son subconscient et en propension de violer la loi, les règles qui consolident la sécurité. D'abord, il a cette intention. Et il trouve les moyens pour exécuter sa forfaiture ou sinon son intention de violer la loi, violenter jusque dans le physique ou le mental de sa victime. En ce moment, il se trouve les moyens. Mais quels sont ces moyens? C'est les moyens de guerre. Où va-t-il les trouver? C'est avec les hommes qui ont des armes. Parce que chez nous, l'utilisation, la vente des armes est réglementée. Ce n'est pas dans les boutiques que tu vas acheter comme des cacahuètes. Alors, avec qui il va trouver? Il va trouver avec un complice qui a l'habitude de manier les armes. Pour l'avoir, il passe par la corruption. Donc c'est cette corruption-là, la corruption des institutions et des hommes qui font la faiblesse des institutions de sécurité et des hommes. Donc il est important aujourd'hui qu'on travaille sur les services de sécurité et de défense pour qu'à leur niveau, dans l'esprit républicain de la question,
que nous changeons de comportement. Oui, mais la question que je voulais poser tout de suite maintenant, là, est-ce qu'au niveau de l'agence ou de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, il vous arrive beaucoup souvent de dénoncer les faits quand vous les constatez? Parce que quand on prend au niveau des forces de sécurité, des défenses, ne serait-ce que les barrages érigés les nuits pour contrôler les coffres des voitures, quand vous venez, la première phrase qui tombe, frère, on est là, vos hommes sont là. Il suffit seulement de tendre un billet de 2000 francs, 1000 francs, et qu'on vous laisse passer, que vous ayez des armes dans la voiture ou pas. Est-ce que vous avez deux fois de présenter des rapports, pouvoir les publier par rapport à tous ces phénomènes-là? Oui, nous publions des rapports. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que notre rapport était un déclencheur de l'IPPTE. Notre rapport, avec l'effort du gouvernement, notamment de M. le ministre de l'Économie et des Finances, que je salue de passage, M. Karfala Yassane, qui est un grand monsieur, que je respecte vraiment et qui travaille avec beaucoup d'abnégation et qui souhaite vraiment faire sa mission avec l'attention de l'ensemble des acteurs. Ces rapports-là indiquent plusieurs manquements et plusieurs faiblesses, mais aussi quelques acquis. Je dis que le développement, c'est une construction durable, mais qu'il faut soutenir. Et aujourd'hui, il est question de travailler sur les forces de défense et de sécurité. Je crois que la réforme est très avancée. Et aujourd'hui, nous sommes à même de dire que le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir civil. C'est ça l'idéal dans un état de droit. Okay. Et je crois qu'on pourra arriver. Nos forces de défense et de sécurité sont des hommes très aguerris et très responsables, dont je connais la capacité et la formation. Il est important de continuer la pédagogie à ce niveau, la sensibilisation, pour que chacun puisse comprendre sa mission au sein de l'État, parce que c'est plusieurs oligarchies qui forment l'État. Donc chacun joue sa partition pour que, à la fin, la musique qui sort soit une musique belle, qui adoucit et qui apaise les populations. Okay, puisque vous avez parlé de sensibilisation dans cette émission, je crois qu'on va s'arrêter sur ce point-là qui est très important, parce que l'on ne manque pas de campagne de sensibilisation, de motivation pour expliquer aux gens un peu le contexte dans lequel se situe la situation sociopolitique du pays. Mais est-ce que, deux fois, après les différents ateliers de formation organisés ou des campagnes de sensibilisation, on essaie d'évaluer l'impact de ces sensibilisations? L'impact est trop grand, d'autant plus qu'aujourd'hui, les plateformes de la société civile ont compris, dans un discours d'ailleurs que je vais reprendre, la Guinée n'est pas pauvre, mais elle est mal gouvernée. C'est le slogan qui nous a bercé dans les conférences internationales à chaque fois que nous partions, et on nous rabâche tout ça. La Guinée n'est pas pauvre, mais elle est mal gouvernée. Alors cette question, c'est un constat réel. Aujourd'hui, nous sommes riches, mais nous n'avons pas la capacité, ou sinon, ce n'est pas la capacité, c'est trop dire, mais nous n'avons pas encore la stratégie d'exploiter nos ressources, nos potentialités existantes. C'est un paradigme. Mais qu'en faisant, parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes en train de travailler pour la Guinée. Les gens pensent qu'ils travaillent pour eux-mêmes. À partir du moment que le bien public est pollué pour un groupe ou pour un individu, nous cessons de vivre en République, nous cessons de vivre dans un État. Parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt public. Donc ça doit profiter à l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur origine, leur couleur ou leur race. S'ils sont reconnus dans un pays comme étant partie intégrante à la nation, par la nationalité et tous les privilèges qui sont liés à toutes ces questions, il est important que chaque citoyen bénéficie des mêmes droits, mais qu'il donne également les mêmes devoirs et soit soumis aux mêmes obligations. Okay. Alors pourquoi cette question? Parce que récemment, vous avez assisté à un atelier de formation qui demandait d'ailleurs l'implication de la société civile et des médias dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, je crois que vous avez fini. Est-ce que vous avez eu à évaluer l'impact que cela pourrait avoir? Ou, et en quelque sorte, parce que nous sommes en émission, c'est dans toute franchise, dites-nous quels ont été vraiment les enjeux de cette formation et à quoi on pourrait s'attendre dans les prochains jours. Non, la formation a abouti justement à un grand résultat qui n'avait jamais été obtenu, c'est la signature du pacte citoyen d'intégrité entre la société civile et l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Les 4 plateformes les plus importantes de la Guinée, c'est-à-dire la PQD, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, le CNOSC, le Conseil national des organisations de la société civile, la CONASOC, le comité national, la coalition nationale des organisations de la société, le forum des ONG, tous ces gens-là ont signé ce pacte de gouvernance pour dire que, à partir de ce moment que nous avons signé
ce pacte de bonne gouvernance, nous nous engageons avec l'agence et à côté de l'agence pour assurer le contrôle citoyen, la surveillance de l'action publique, la dénonciation des manquements, l'implication de la société civile à la conscientisation des autorités nationales chargées des services publics ou de la gestion publique. Donc il y aura un débat, par exemple sur le budget. Il y aura un débat sur le budget. Et quand le budget est exécuté, la société civile va pouvoir voir comment ce budget est exécuté, où l'argent est allé, est-ce que c'est allé dans le développement ou dans la poche d'un homme, et faire un rapport indépendant qui documenterait le gouvernement et qui alimenterait toutes les politiques publiques, tant au niveau des bailleurs de fonds qu'au niveau des acteurs nationaux chargés du développement de notre pays. Donc il y aura ce qu'on appelle un débat public, une implication sociale large. Mais et sur les médias, parce que vous avez parlé de l'implication aussi des médias. Oui, les médias étaient là. Les médias, nous avons ensemble depuis 2 ans mis en place une stratégie de travail avec le monde des médias. Aujourd'hui, nous avons 2 organisations non gouvernementales qui travaillent avec l'agence, dont nous avons appuyé la mise en place. C'est le REGIJOC, le réseau guinéen des journalistes de lutte contre la corruption pour une bonne gouvernance, et nous avons le REGEC, c'est le réseau des journalistes économiques de Guinée. Donc, ces 2 réseaux travaillent avec l'agence. Aujourd'hui, quand je parle de stratégie, c'est un processus, nous sommes en train de parfaire cette stratégie pour que, face à l'IPPTE, pour ne pas retomber dans les mêmes pratiques du passé, que nous puissions améliorer notre cadre de gouvernance en réduisant considérablement l'effet de la corruption et la corruption, mais en axant nos efforts vers les secteurs de production et de croissance, notamment l'éducation, la santé, qui sont des secteurs économiques qu'il faut voir comme secteur économique, et ensuite le transport, les infrastructures et les questions sociales et culturelles. Oui. Mais au-delà de tout cela, là où le HIC va se situer, quand nous revenons un peu au niveau de la société civile, est-ce que vous avez exploré le terrain pour savoir exactement, est-ce que cette société civile qui a signé un partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre la corruption est en son sein à d'abord fini de bannir le phénomène de corruption, puisque dans ces derniers temps, on a vu la société civile guinéenne scindée en 2 depuis qu'il a été question de désigner un représentant pour représenter la société civile à la Commission électorale nationale indépendante. Avez-vous cherché d'abord à corriger ce phénomène-là avant de les inviter à signer un partenariat avec vous, puisque quand celui qui doit être contrôlé, il faut d'abord s'autocontrôler, juge-toi avant de juger les autres. Mais c'est une question fondamentale qui me ramène à une réponse que je pourrais dire un peu levée. Nos institutions ne fonctionnent pas très bien. Les institutions se confondent à la personne. Regardez, quand vous prenez une organisation non gouvernementale, une ONG, le président est là, il est depuis 20 ans. Il est président. Il veut exiger du président de la République de partir, mais lui, il est toujours là. D'ailleurs, il se confond avec son parti politique ou il se confond avec son ONG. Bon, je crois qu'on va parler le fonctionnement des partis politiques D'accord. aussi. Je voudrais qu'on parle un peu de la société civile. Oui, la société civile, les gens ne respectent pas les principes fondateurs de leur organisation. Vous savez, une organisation se fonde sur les textes juridiques qui encadrent le fonctionnement et l'organisation de l'institution, et les règlements intérieurs et le statut. Le statut définit les fonctions du président. Il définit les modes de contrôle, les modes de redevabilité. Et toutes ces questions, mais les autorités qui sont là, on dit c'est le père fondateur de l'association. Donc à partir du moment qu'il est exorbitant, il viole toutes les règles, il ne tient pas une assemblée générale, il ne rend pas compte des finances de son ONG aux membres adhérents, et nous disons que la démocratie c'est ce vivre, c'est-à-dire dans le fait incubateur, c'est-à-dire où on apprend déjà la démocratie, parce que les associations, les ONG sont des cadres fêtières de la démocratie à la base. C'est là où le citoyen apprend à être citoyen, avoir des obligations, des devoirs, mais aussi des avantages. Ok. Alors, mais au-delà de tout cela, vous avez déjà commencé à ébaucher, puisque j'en venais là-dessus. J'ai tantôt dit dans mon introduction que malgré l'atteinte de l'initiative PPTE, la Guinée traverse une situation économique alarmante et presque ambiguë, mais aussi l'administration, elle est presque obsolète. Mais au-delà de tout cela, ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Est-ce qu'au niveau des partis politiques, on peut parler de l'existence du phénomène de la corruption? Mais on peut parler largement du phénomène de la corruption, d'autant plus qu'il y a des achats de conscience.
des voix. Et on vient de découvrir dans certains pays d'Afrique qu'il y avait des bureaux cachés, ce que j'appelle des vérificateurs, pour voir si vous avez voté pour le candidat. Quand vous votez normalement, et les derniers bulletins, vous devez les jeter dans la poubelle. Mais les gens cachent les bulletins, ils sortent avec pour aller dans le magasin obscur là, pour dire voilà j'ai voté pour toi, la preuve voilà les bulletins que je n'ai pas mis. Alors en ce moment, on lui donne de l'argent, il est content, il sort. Mais il ne sait pas qu'il est en train de compromettre son avenir et l'avenir de son enfant en faisant cet acte de corruption. Ça c'est un. Le fonctionnement même des partis politiques. Après la campagne électorale, la loi oblige les partis politiques de présenter leur compte de campagne. Moi, je n'ai pas vu encore un rapport de compte de campagne, et ces rapports-là doivent être présentés non seulement à l'autorité, mais au grand public, pour qu'on sache que le parti-là, c'est financé par un financement régulier et transparent, et que si, un jour, les autorités de ces partis politiques gouvernaient ce pays, qu'ils sont indépendants, que c'est des citoyens qui ne sont pas influencés par d'autres puissances, ou sinon par d'autres forces, qui sont en train simplement de tirer les ficelles des pays pauvres pour encore les polluer gravement. Donc, les citoyens qui doivent venir au pouvoir, ils doivent être clairs et transparents. Et la transparence, on l'apprend dans le processus de conquête du pouvoir. Et si nous avons le pouvoir, dans la gestion du pouvoir, et quand on finit avec le pouvoir. D'ailleurs, notre constitution de 2006 va rentrer bientôt après les élections présidentielles dans toute sa plénitude. Et dans cette constitution, il y a l'obligation de rendre compte, il y a ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine, et il y a beaucoup de choses qui sont liées sur les questions de transparence que nous devons dorénavant observer pour que nous soyons un pays conforme, un pays qui apaise et un pays qui progresse. Ok. Alors, M. Falcon, outre les partis politiques, nous avons aussi des institutions qui sont aussi dans notre pays, puisque l'on parle souvent de l'administration, des partis politiques, mais aussi des institutions nationales et internationales qui existent. Est-ce qu'on peut parler de ce phénomène aussi dans ces rouages-là, puisque eux, au moins, ils ont un système de contrôle et d'inspection qui revient à tous les niveaux? Bon, sur les institutions internationales, eux, ils ont la chance d'avoir la capacité de vouloir bien gérer. Et on ne peut pas dire qu'une institution intègre à 100%. 100% peut-être appartient à Dieu. Mais les institutions internationales s'efforcent d'être dans les normes standards parce qu'ils ont des manuels de procédure de gestion. Ces manuels déterminent tout le processus de gestion des ressources qui sont disponibles au niveau de ces institutions. Mais chez nous, dans des institutions comme les institutions organisées consulaires et patronales, dans les institutions du secteur privé économique, il y a plusieurs manquements dans la gestion qui font aujourd'hui que notre économie ne décolle pas, avec toute la bonne volonté. Mais ce qui m'a beaucoup conforté, c'est quand j'ai lu les conclusions du Forum économique de Conakry, organisé par le ministère de l'économie et des finances sous la haute présidence de M. le Président de la République, j'ai compris qu'au-delà des réformes, il y a ce qu'on appelle une stratégie qui est en train de se développer pour améliorer le climat des affaires en Guinée. Et il y a des exemples même qui sont tirés de d'autres pays qui ont réussi, comme le Rwanda, et j'ai vu que cette approche pouvait, à terme, si c'est soutenu, je reviens toujours sur cette question, parce que nous avons toujours la facilité d'abandonner les politiques incubées pour avancer sur d'autres choses qui viennent encore se superposer, et la confusion écarte l'efficacité, installe la contre-performance. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas dans la durabilité. Le Guinée, je ne sais pas, parce que nous avons été trop frappés par la conjoncture, que nous ne connaissons plus ce qu'on appelle le structurel. Nous partons de conjoncture en conjoncture. Au lieu d'anticiper, de planifier nos politiques, nous réagissons à des conjonctures, à des situations qui viennent. L'État doit avoir une vision. Une vision, à partir de cette vision, il bâtit sa politique et il élabore des programmes qui seront soutenus par des projets. Puisque vous parlez de vision aujourd'hui avec le gouvernement Alpha Condé, nous avons un sérieux problème quand on prend le remaniement partiel du gouvernement qui vient de s'effectuer. Alors l'on comprend là que jusqu'à présent, la Guinée ne possède pas encore une structure gouvernementale, puisque quand on prend le département de la santé, vous avez un ministre de la santé et également un ministre délégué à la santé. Est-ce que, en termes de bonne gouvernance, cela n'est pas vraiment quelque chose qui puisse affecter la promotion de la bonne gouvernance? Bon, quand vous regardez un peu la littérature en sciences politiques, ce n'est pas le nombre de ministres qui préoccupe. Tu peux avoir plusieurs ministres.
Mais la question qui se pose, est-ce que ces ministres-là jouent leur partition, leur mission réelle? Et comment les missions sont définies? Quelle est la limite de chacun d'eux? Où ça va s'arrêter et quelle est la subordination sur ce qu'on appelle la tutelle? Donc toutes ces questions-là doivent être réglées car chacun a une mission distincte et chacun a des résultats à produire. D'ailleurs, il faut reconnaître cet effort, encore je dis toujours, du ministère des Finances. Aujourd'hui, notre budget n'est plus basé sur un budget sur les moyens, mais c'est un budget basé sur les résultats. Et chaque ordonnateur est responsable de son crédit qu'il doit utiliser et rendre compte, enfin. Donc il y a des progrès considérables qui sont en train de se mettre en place. Mais moi je dirais tout simplement que si nous ne soutenons pas ces actions de la durabilité, nous allons retomber encore à zéro. Et c'est pourquoi l'impunité, qui est le terreau fertile de la corruption, doit être combattue à tous les niveaux. C'est l'impunité. Une personne qui agit contre l'intérêt général, contre la société. Je vous assure que la perversion, et le délitement des valeurs est parti jusqu'à ce qu'on vole l'État, les biens de l'État, du contribuable, pour aller jusqu'à même construire des maisons de culte. Et dans ces maisons de culte, ces personnes-là sont magnifiées comme presque des saints. Il y a un problème chez moi. Je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait qu'on comprenne... Mais qu'est-ce qu'il faut pour changer réellement de mentalité? Bon, réellement, vous savez que l'homme social, c'est d'abord la pédagogie. Pour faire comprendre à l'enfant que c'est bon, ou pour faire comprendre à l'homme que c'est bon, le changement est très difficile. L'homme est un être d'habitude. Quand il s'habitue à sa longue chambre, pour qu'il sorte de là-bas, il faudrait la pression de sa femme. Deux fois, il revient, sa femme a déménagé dans 4 chambres. Il dit, ah, mais où nous sommes maintenant? Il dit, moi je suis à Matoto. Il vient à Matoto, il trouve 4 chambres, et il commence à acheter des meubles. Il dit, mais on est resté longtemps là-bas, on devait venir ici. Il dit, je t'avais dit. Donc, l'homme est un être d'habitude. Pour un changement, il faut de la pédagogie, il faut un encadrement soutenu, et il faut l'amener et susciter son intérêt vers les intérêts du changement. Mais la réforme est difficile. Quiconque dit que la réforme, c'est comme quand tu observes la nature. Tu observes la science, tu fais des relations, tu te rends compte que la science explique la nature. Tu ne peux pas planter un arbre fruitier aujourd'hui et récolter son fruit. Il faut un processus, c'est-à-dire continuer à travailler sur l'arbre jusqu'à ce qu'il puisse produire des fruits, la maturité, la première croissance, la deuxième croissance et la 4e croissance, et nous arrivons à l'abondance. Mais, je dis toujours, soutenons nos politiques publiques pour que nous puissions arriver à un développement harmonieux. Quand je dis un développement harmonieux, c'est un développement équitable. Il y a certains pays qui ont de la croissance, mais il y a la pauvreté. Pourquoi? Parce que la richesse nationale n'est pas distribuée équitablement. Donc ça aussi, c'est un autre principe de la gestion du budget, ou sinon la gestion des finances publiques. Et il faut savoir identifier les leviers porteurs, les leviers de croissance qui fouetteraient les leviers d'accompagnement pour que l'encadrement total dans l'État, au niveau de la production, soit satisfaisant pour tout le monde. Mais M. Falcon, est-ce qu'on ne dirait pas que réellement, quand on prend le phénomène de la corruption en Guinée, on ne dira pas que l'administration est la base, puisque quand nous voyons le salaire que reçoivent les fonctionnaires, il est presque insignifiant. Si un fonctionnaire est très mal payé, ça ne pousserait pas au moins à aller voler pour pouvoir joindre les deux bouts. Quand nous prenons l'intervention récente des syndicats qui ont dit que réellement, vous prenez l'exemple d'un fonctionnaire qui loge à Anta, qui doit se déplacer tous les jours d'Anta pour la ville, le transport, le logement, pratiquement ce qu'il reçoit par mois, ça ne fait pas la moitié même de ses dépenses. Ne pensez-vous pas que le gouvernement lui-même, il encourage ce phénomène de la corruption? Bon, je ne partage pas complètement cette idée, d'autant plus que ce n'est pas la valeur nominale de l'argent qui compte, mais c'est le pouvoir d'achat qui compte. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'on te donne des millions, mais il faudrait qu'on crée un cadre, un environnement économique et social qui te permette que la valeur nominale qu'on t'a donnée soit suffisante pour que tu puisses vivre dans ton environnement ou ton biotope. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on te donne un bon salaire, c'est vrai. Un bon salaire, il est difficilement déterminable sur le plan nominal. Est-ce que c'est 100 millions? L'homme est insatiable. Mais la question qui se pose, est-ce que le gouvernement a incubé des politiques publiques réalistes, concrètes et satisfaisantes pour permettre aux citoyens de vivre en paix et en sécurité
dans son biotope, c'est-à-dire dans l'environnement de l'État, ou sinon de la nation. Ça voudrait simplement dire qu'il faut une bonne politique publique de transport qui soulage les populations, qui est très économique et qui renforce l'économie en général. Il faut une bonne politique publique de logement social pour que l'agent intermédiaire, le cadre moyen, puisse accéder à un logement sans problème. Il faudrait que l'État et ses partenaires privés, économiques, puissent travailler sur des politiques de logement et de réinsertion des populations dans des environnements décents, c'est-à-dire qui sécurisent la santé et l'hygiène. Voilà la santé également. C'est un produit économique. Donc quand les populations sont rassurées, tu es dans une maison, tu es un administrateur, tu sais que 20, 30 ans, cette maison-là va te revenir, tu auras même peur de faire des erreurs dans l'administration pour ne pas perdre les privilèges. Et troisièmement, c'est la couverture de l'agent public, la couverture sociale. Il faut le prendre en termes de santé, il faut voir comment il vit avec sa famille, lui garantir cette sécurité sociale, ce filet qui lui permettrait de sortir de l'incertitude pour qu'il puisse se consacrer à la production de la croissance de tous les jours. Mais si les politiques publiques qu'on met en place ne répondent pas, vous allez donner 1 milliard à quelqu'un, ça ne va pas le satisfaire. Oui, ça le suffira difficilement. Mais autre chose qu'il faut signaler dans ce débat que nous sommes en train de faire ce soir, alors il y a aussi dans nos différents marchés, quand vous partez dans les marchés, la plupart c'est le phénomène d'insalubrité. Est-ce qu'on peut dire ce phénomène d'insalubrité là aussi peut avoir des liens avec la corruption dont nous parlons aujourd'hui? Oui, tout manquement, c'est-à-dire quand tu vois l'insalubrité, c'est que par endroit on a violé une règle. Et en violant une règle et que ça soit impuni, c'est que quelqu'un a reçu de l'argent qui n'a pas fait son travail. Donc il y a corruption. Il y a corruption dans le marché. Mais je vous donne un exemple très pratique. Notre environnement est un peu bizarre. Jusqu'à présent, nous sommes dans un système de marchandage. Tu arrives chez le commerçant, tu vois le produit, le prix n'est pas fixé. Bon, voilà. Tu dis c'est combien? Il regarde ta tête. Si tu es bien habillé, il dit 500 000. S'il voit que toi là, tu es souffreteux comme nous tous, il dit, oh bon, lui, il n'a pas beaucoup d'argent, toi, c'est 100 000. Mais il n'y a pas de politique de prix ici. Vous rentrez dans les... La plupart, quasiment, ne fixent pas les prix. Donc, pour rassurer le citoyen, éviter le marchandage, c'est-à-dire les débrouillardises, la violation des règles de principe, rassurer le citoyen, il faut d'abord qu'on fixe le prix dans les marchés. Quand je viens, je sais que la boîte de lait, c'est 2000 francs. Si j'ai 2000 francs, je paye. Si je n'ai pas 2000 francs, je ne paye pas. Il y en a même qui disent 1999. Pour donner de la valeur à la monnaie, les centimes additionnels, là, ça rassure les citoyens que sa monnaie se porte bien. Et quand vous partez dans les pays développés, jamais ils ne vous donneront le prix à 100%. Ils vous donneront toujours tel 99%, 66,67 pour un peu faire circuler l'ensemble des monnaies divisionnaires. C'est-à-dire selon la présentation standard des monnaies nationales, donc la monnaie nationale, tout fonctionne. Mais aujourd'hui, tu donnes 500 francs à quelqu'un, il ne le prend pas. Il pense, heureusement que la politique de la Banque centrale nous a permis de redonner... J'ai vécu un exemple de ce genre-là. Je crois que j'étais allé une fois en ville. Il y a un mendiant qui mendiait, je l'ai tendu 1000 francs, je crois, il m'a rejeté l'argent. Donc, pratiquement, ça c'était un moment. Mais aujourd'hui, grâce à la politique de la Banque centrale, qui a essayé de maîtriser la masse monétaire et le taux de change, et aussi qui a essayé de maîtriser la perception et la confiance du citoyen dans sa monnaie, aujourd'hui, 1000 francs, 2000 francs, 500 francs sont monnaie courante dans le marché qui sont acceptées par tout le monde. Mais avant, personne ne prenait cet argent parce qu'on avait un peu pollué dans la conscience du citoyen que 1000 francs, c'était vraiment plus quelque chose. Tout ça sont des politiques qu'on incube et ça participe des réformes qui sont mises en place, qui ne sont pas perceptibles pour l'instant, mais qui auront des effets à long terme et à moyen terme. Okay. Avant d'arriver à l'agence exécutive de lutte contre la corruption, nous avons des concepts ici autour desquels nous sommes en train de débattre. Il y a la corruption et il y a la bonne gouvernance. Quelle distinction peut-on faire de ces deux termes-là, la corruption et la bonne gouvernance? Bon, globalement, je veux dire terre à terre que la bonne gouvernance, c'est le principe de bon fonctionnement des institutions de la République. C'est-à-dire le service public, des institutions publiques qui fonctionnent normalement dans un cadre juridique et réglementaire approprié et appliqué, dans une participation des citoyens avec une conviction que l'État fonctionne.
Maintenant, la corruption, c'est la gangrène justement de la bonne gouvernance. C'est le sida de la bonne gouvernance. À partir du moment que la corruption est rentrée dans le corps de la bonne gouvernance et il commence à pourrir, ces métastases s'installent dans tout le corps. Et finalement, c'est le corps qui meurt. C'est la déliquescence que nous avons vécue entre 2005 et 2009. La déliquescence de l'État. L'État a disparu parce que la gangrène de la corruption avait infiltré l'État. En infiltrant l'État, il a infiltré avec la drogue, jusqu'au cœur de la présidence de la République. Et on s'est retrouvé dans une situation, vraiment, une situation, heureusement que Dieu aime ce pays et nous a gardés en stabilité et en paix. Et les enfants sont encore aujourd'hui intacts et nous sommes unis et convaincus que nous appartenons à une nation une et indivisible, d'ailleurs très indivisible. Mais ce qui est très important à ce niveau, Lazare, qu'il faut retenir, c'est que nous devons travailler de la construction fraternelle. La Guinée est pour nous tous. Et l'histoire a démontré que nous avons des capacités et qu'on peut faire des sursauts. À un moment, tout le monde avait pensé avec les élections présidentielles que la Guinée avait basculé. L'histoire a démontré, et les Guinéens ont démontré qu'ils sont capables d'avancer. Et c'est ce que je demanderai à tous les Guinéens, de laisser tomber les considérations partisanes, de mesquinerie, où c'est moi le déluge, si c'est pas ceci, c'est cela, je ne veux pas rentrer dans les politiques, je n'en fais pas. Je crois que M. Falcon, le message est passé. La Guinée a besoin de se donner la main, les Guinéens surtout de se donner la main, afin de prôner l'unité nationale. Alors, on va revenir sur votre agence dont vous avez la charge de diriger aujourd'hui. Alors, cette agence, nous savons bien entendu qu'elle lutte contre la corruption, elle prône la promotion de la bonne gouvernance. Mais est-ce que vous avez de très bonnes relations avec des bailleurs de fonds ou avec même le gouvernement? Il y a un certain temps, à part le PNUD, les bailleurs de fonds, comme pour la Guinée, avaient lâché toutes les institutions guinéennes parce qu'ils se disaient qu'il y avait un déficit de démocratie avant l'élection du professeur Alpha Condé en 2010 et que ce déficit de démocratie ne leur permettait pas de s'engager parce qu'on ne respectait pas certains principes universels qui faisaient le progrès des nations. Et que comme on était dans une exception, de continuer à vivre l'exceptionnel jusqu'à ce qu'on nous normalise. Maintenant que l'État est en train de se normaliser avec l'élection du président de la République, il y a certains bailleurs de fonds qui ont commencé à travailler avec nous, notamment la Banque mondiale et aussi le PNUD, l'ONUDC, et nous sommes avec Oshiwa d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, pour ne pas rebondir sur le 9 décembre 2012, que l'agence avec Oshiwa vont lancer un rapport sur l'indice national de la corruption et de la gouvernance que nous avons réalisé il y a pour une période de 4 mois. Nous avons fait des enquêtes sur le terrain, sur le plan national. Nous avons recueilli la perception des populations que nous avons agrégée dans un document et nous avons travaillé avec les experts de Transparency International. Ce rapport va être disponible, je crois, dans 2 semaines et ce rapport fera l'objet d'une large publication et sera adressé au gouvernement comme un document qui renseignerait le gouvernement sur les faits de la corruption, l'impact de la corruption sur le développement et sur les politiques qui sont en train de se mettre en place pour que le gouvernement puisse prendre des mesures appropriées pour un peu éradiquer ce phénomène. Oui. Mais votre institution est une institution qui se veut autonome, libre et indépendante. Alors pour cela, pour assurer pleinement votre indépendance, vous avez besoin d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir explorer ou pour pouvoir pleinement agir afin de poser les vrais jalons, surtout en termes de stratégie et de politique que vous êtes en train de décider. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'agence est presque libre et autonome? Bon, l'autonomie de l'agence pose un grand problème. Je crois que c'est une de ses faiblesses et que le gouvernement est en train de corriger. Je crois que sous peu, nous aurons une autonomie très renforcée. Mais ce qui est très important, c'est que l'agence est née de la volonté des partenaires de développement et du gouvernement. Ce sont deux qui sont associés pour dire que ce phénomène est grave. Donc, partenaires de développement et gouvernement doivent apporter un appui considérable. Quand vous regardez mon homologue qui est en Sierra Leone, nous sommes tous membres de l'Assemblée générale des entités de lutte contre la corruption. La présidence est détenue par le Bénin. J'ai détenu la présidence 1 année et la présidence est tournante. Quand vous voyez les moyens qui sont mis à la disposition de mes collaborateurs ou de mes collègues qui travaillent sur les mêmes questions, et quand vous voyez les résultats que moi j'obtiens sur le plan international et national, par rapport à eux, je me dis que je suis un orphelin par endroit. Et aujourd'hui, si nous voulons lutter contre la corruption, il faut renforcer les capacités de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Nous manquons presque... Oui, il faut renforcer, mais en quoi faisant? En quoi faisant, il faut assurer la formation des cadres, il faut assurer les moyens de déplacement. Quand je vous dis que l'agence n'a même plus un moyen de déplacement,
Vous allez dire que, monsieur le directeur, mais comment vous faites? Nous faisons ça, c'est un combat citoyen. Et quand tu as une politique, il faudrait que tu assumes ton dossier avec dignité. C'est ce qui nous amène, mes collaborateurs et moi, à faire des sacrifices énormes sur nous pour obtenir les peu de résultats que nous sommes en train d'obtenir. Et c'est pourquoi j'attire l'attention de l'ensemble des partenaires au développement, mais du gouvernement, parce que c'est une responsabilité de souveraineté nationale. On s'engage pour nous-mêmes. Et l'intervention de l'État dans une telle institution est un indicateur de sa volonté politique et de son engagement politique par rapport aux citoyens qui forment la nation, mais par rapport aux autres États avec lesquels nous sommes en train de travailler. Parce que toute politique interne est tributaire d'une politique internationale. Les États ne peuvent plus vivre seuls. Ça, nous avons atteint un certain niveau de développement que nous devons vivre en concert. Créer des marchés critiques, créer des cadres de coopération élargis et responsabilisés, créer des cadres de partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que chacun puisse gagner dans cette évolution sociale, économique et politique. Donc on n'est plus seul. C'est pourquoi le gouvernement doit pouvoir vraiment nous accompagner dans la mise en place non seulement des institutions fortes, nous avons 7 antennes régionales pour accompagner la gouvernance locale. Vous savez que la Constitution de 2010 va régionaliser la décentralisation et ça c'est des mesures qui vont être accompagnées par la transparence et cette transparence ne pourrait être renforcée que quand l'agence avec d'autres institutions spécialisées travaillerait ensemble pour un peu fouetter la gouvernance locale et nationale afin que nous-mêmes, nous puissions savoir que vraiment nous sommes dans l'état de droit et dans une démocratie. Lazare, je vais te dire, les institutions des États sont en compétition. Les hommes qui les animent sont en compétition. Notre président est en compétition avec ses pairs dans le concert de nations. D'ailleurs, il y a le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et c'est là où tous les présidents sont évalués sur la gouvernance, sur la lutte contre la corruption, sur la qualité de l'expression de l'opinion dans leur pays, sur la qualité de la réglementation du droit, sur la qualité du niveau de combat de la corruption, sur la qualité de la participation citoyenne au développement. Voici des indicateurs de mesure. Mais vu que réellement, vous-même, vous avez des champs où il y a une concurrence qui vous lie avec d'autres personnes, parce que vous avez cité l'exemple du Bénin, de la Sierra Leone et d'autres pays qui exercent le même métier, les mêmes fonctions que vous. Il ne vous arrive pas au niveau de l'agence que vous soyez tenté par la corruption, puisque économiquement, vous n'êtes pas indépendant. Bon, en fait, tenté par la corruption, c'est tout dire, mais il arrive à tout homme dans la pauvreté extrême de se compromettre. Mais c'est ce que nous avons refusé jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Si vraiment ces postes-là étaient juteux, parce qu'il y a aussi des spécialistes dans notre pays qui sont à la recherche de postes juteux, j'avoue que mes collaborateurs et moi seraient allés ailleurs. Mais comme il n'y a aucun appui, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune incitation motivante qui amènerait quelques ambitieux extrêmes à faire des choses, parce qu'on a vu beaucoup de cas ici. J'ai des documents, c'est écrit, je connais. J'ai vécu dans cet environnement, mais ma fonction, c'est de faire progresser la paix. Comment faire progresser la paix? Amener le citoyen à comprendre l'intérêt de la loi et le bénéfice de la loi pour lui. Tout mon travail se situe sur cette question, pédagogie, prévention, accompagnement et conseil de gouvernement pour que nous puissions tous changer de comportement. On a commencé ce combat il y a longtemps. J'ai même un document écrit par la société civile adressé au président de la République. Le jour que j'aurai l'occasion de le rencontrer, je lui remettrai ce document qui retrace non seulement lui son parcours démocratique, mais le parcours démocratique et le parcours d'engagement citoyen des populations. Et il rappelle quelque part, il s'est battu et il a engagé la démocratie. Il faut qu'il soit soutenu pour que la démocratie soit effective. Et ça, il faut sortir des politiques politiciennes, des calculs de conception, c'est moi ou le déluge. Deux fois, il faut partager. Deux fois, il faut sacrifier pour l'honneur et la dignité du commun et de tous. C'est ce sacrifice-là qui est demandé à tous les Guinéens, femmes, jeunes. C'est un défi considérable à la Guinée. Ok. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui aux bailleurs de fonds avec lesquels vous devez normalement travailler pour la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi le gouvernement qui est d'ailleurs un partenaire fort de l'Agence nationale de lutte contre la corruption? Je voudrais dire que la lutte contre la corruption ne pourrait réussir sans l'assistance technique et financière du gouvernement d'abord,
mais aussi des partenaires qui accompagnent la Guinée pour son développement harmonieux. Et nous lançons vraiment cet appel à ces responsables, à ces niveaux, qui comprennent que le mal de la Guinée, ce n'est même pas manque de ressources, mais c'est une question de gouvernance et c'est une question de corruption. Et pour lutter contre ça, il faut un grand travail à la base. Dans la stratégie, nous avons mobilisé 4 axes. Les axes de prévention, les axes de détection de la corruption, les axes de mobilisation citoyenne et les axes de communication avec les acteurs sur le terrain. Voilà les axes que nous sommes en train de développer dans notre stratégie dont je vous ai parlé tantôt. Mais ce qui est très important pour nous, nous voudrions que le président de la République et les institutions de la République, notamment le Parlement, qui va être mis en place et dont nous souhaitons ardemment la mise en place et rapidement, parce que c'est le fondement démocratique même d'un État de droit. Nous devons avoir un Parlement légal mais légitime, pour que les décisions ou la légifération qui se fera à ce niveau reflète vraiment la volonté des populations qui ont choisi leurs représentants pour venir parler en leur nom et porter leurs préoccupations. Et nous souhaitons ardemment que le président de la République, avec ses techniciens et ses pairs, mais les autres acteurs politiques, puissent comprendre l'intérêt général, l'intérêt de la Guinée, pour aller rapidement pour une institution. Sinon, la pauvreté va continuer à croître. Et on appelle ça la pauvreté sévère des populations. Et quand un homme a faim, il n'a plus de raison. Donc ne transformons pas nos populations par notre volonté délibérée en foule. C'est extrêmement grave. Donc je crois que nous avons la capacité de rebondir, et le président l'avait dit dans son discours, et je crois que nous avons une nouvelle CENI qui est en train de penser en chronogramme et aux moyens pour rapidement arriver à la mise en place de notre Parlement, et les institutions constitutionnelles à la suite vont se mettre en place. C'est un travail d'effort, c'est de longue haleine, mais je dis toujours que nous ne sommes pas dans une alternance politique, mais nous sommes dans un changement de régime. Les gens doivent comprendre la différence entre l'alternance politique et le changement de régime. Ça, c'est la refondation de l'État et la modernisation de l'administration. Parce que tout le constat que nous avons fait découle de cette question. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut refonder l'État sur les grands principes de droit, les principes universels qui ont fait gagner les autres États, mais aussi moderniser l'outil capable de fertiliser le développement et le progrès, c'est-à-dire les hommes, les femmes de Guinée, les former conséquemment et continuer à les former. Vous allez voir, dans tous les budgets des ministères, il y a le volet formation. Mais je pose la question aux cadres, et la formation, personne ne sait. On ne forme personne. Alors que chaque cadre a droit au moins à 42 heures par an de formation continue dans son domaine. La science évolue, c'est une dynamique. Tous les jours on crée, tous les jours on améliore. Quand tu regardes le domaine des technologies de l'information et de la communication, tous les jours il y a des nouvelles inventions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'administration pour la transparence. Mais aujourd'hui, nous avons des déficits de formation, des déficits de capacité. Mais comment le faire quand c'est prévu dans le budget? S'il est ordonné, il est liquidé, il est payé, il faudrait que le résultat puisse suivre. 2013 sera pour nous ce combat, et nous voulons l'appui du président de la République et des autres institutions de la République pour accompagner l'agence. Ok, alors c'est sur ces mots de Mohamed François Falcon, je rappelle qu'il est le directeur de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, que nous nous quittons au compte de ce numéro dans toute franchise. Merci encore une fois de l'avoir suivi, que demain soit votre plus beau jour.